L'intelligence artificielle, on n'a pas attendu ChatGPT ni même l'intelligence artificielle générative Bien sûr. Pour travailler dessus. Avec la GenAI, on voit s'ouvrir des opportunités de nouveaux use cases. Donc il y a des nouveaux interlocuteurs avec lesquels accessoirement nous il faut qu'on apprenne à travailler aussi. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Deep Talk. Le Deep Talk, c'est le podcast de l'IA qui fait parler les faiseurs et décideurs de l'IA et de la data en entreprise. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Grosjean, Chief Data Officer et Analytics chez Carrefour. Bonjour Arnaud. Bonjour Rémi, enchanté. Merci d'avoir accepté cette invitation. Écoute, pour commencer le podcast, on va pas parler de Carrefour parce que tout le monde connaît Carrefour. J'espère. On va peut-être parler un peu de toi. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et comment tu es arrivé au sein de Carrefour? Ah, bien sûr. Donc ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que je suis chez Carrefour. Avant de rentrer chez Carrefour, j'ai passé une grosse dizaine d'années dans le conseil, dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec le retail, beaucoup dans les télécoms et les médias, et avec un fil conducteur qui est la data et l'analyse. Je suis ingénieur de formation et je suis tombé dans le retail complètement par hasard. J'ai eu un crush pour le secteur, à la fois parce que il y a un côté très concret dans l'activité. J'avais eu beaucoup de choses un peu virtuelles, de l'ordre du superflu dans les télécoms et les médias. Et là, le retail, il y a vraiment cet aspect très concret, très ancré dans le quotidien de la vie d'à peu près tous les Français, qui était assez génial. Et puis la deuxième chose, c'est que pour quelqu'un qui aime l'analyse et la data, on est dans un secteur où on a une quantité de données qui est immense. On a des cas d'usage qui sont hyper concrets. Et du coup, on peut vraiment se faire plaisir quand on a un peu ce mindset-là dans le retail. Donc, je suis rentré chez Carrefour il y a 10 ans. J'ai occupé pas mal de fonctions un peu différentes au niveau du groupe, au niveau de la France, sur des sujets plutôt marketing. Je travaillais sur des programmes de fidélité, sur du CRM. Et puis, depuis maintenant quelques années, je m'occupe de développer la data et l'analyse chez Carrefour, avec maintenant une entité qui s'appelle Analytics Factory, qui est le bras armé de l'IA et de l'analytique chez Carrefour. Super intéressant. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de Carrefour? Combien de pays ou sur combien de pays vous êtes déployés du coup en Europe, j'imagine? Alors Carrefour, c'est un groupe mondial. On intervient sur essentiellement 2 géographies, l'Europe et les Amériques, avec le Brésil et l'Argentine. L'Europe chez Carrefour, dont je m'occupe, c'est 6 pays. D'accord. La France, qui est le plus gros pays, mais aussi l'Espagne, la Belgique, l'Italie, la Pologne et la Roumanie. Et aujourd'hui, dans ces 6 pays, l'Analytics Factory, c'est au global 200 personnes de tout profil, data analyst, data scientist, data engineer, ce qu'on appelle data translator, on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure, qui sont au service des métiers de Carrefour et des clients de Carrefour pour valoriser la donnée et améliorer la vie des collaborateurs et des clients de l'entreprise. Du coup, comment est organisée la data? Parce que c'est un peu le sujet du podcast, la data, l'IA, tous ces collaborateurs, tous ces pays. Tout est décentralisé, j'imagine. Comment vous êtes organisé aujourd'hui chez Carrefour? Alors, il y a deux dimensions. La première dimension, c'est au niveau des pays. On était sur un modèle jusqu'à il y a maintenant un an et demi, qui était un modèle plutôt fédéré, avec chaque pays qui avait une relative autonomie pour développer ses propres use cases. Et là, on est en train de rentrer dans une logique mutualisée. Donc, on a créé et étendu l'Analytics Factory dont je parlais juste avant, de la France à l'Europe, avec une vocation de mutualiser les use cases quand ça fait du sens, et toujours dans une logique très pragmatique. L'idée, c'est in fine de servir les métiers et les équipes sur le terrain, dans les pays. Et si pour faire ça, la bonne manière de le faire, c'est de mutualiser des assets entre pays, on le fait. Et après, l'autre dimension qui est en fait la plus complexe, c'est, si je prends à l'échelle de la France, comment est-ce qu'on arrive à gérer cette complexité avec une organisation qui est très large, énormément de collaborateurs, des profils très très hétérogènes. Une organisation qui est à la fois centralisée et décentralisée, au sens où l'Analytics Factory, comme je disais, c'est le bras armé, c'est le centre d'expertise. On regroupe au sein de l'Analytics Factory toutes les ressources de data science et d'intelligence artificielle. De l'autre côté, on déploie, on acculture nos métiers autour de la data analyse et de l'usage de la data. Donc là-dessus, avec à la fois des problématiques d'outils, de formation, d'acculturation. Le pivot entre les équipes qui s'occupent de développer des solutions d'intelligence artificielle d'une part, et puis d'autre part les équipes métiers qui vont manipuler la donnée, c'est une fonction qu'on a créée qui s'appelle les data translators, et qui est vraiment là pour à la fois être au quotidien aux côtés des équipes métiers et être le centre d'expertise qui va les aider à faire le meilleur usage de la donnée.
parce qu'il y a une vraie expertise analytique au sein de ces profils-là, et c'est une expertise qui met au service des métiers tous les jours. Et puis de l'autre, c'est une fonction qui va être un peu le représentant des métiers sur les dimensions analytiques de nos use cases, pour s'assurer que, fort de leur expérience, de leur connaissance très fine à la fois du business et de l'analytics, quand on développe des use cases d'intelligence artificielle, on amène cette compétence-là dans la feature team pour faire en sorte que les choix de modèles, la manière dont on cadre le besoin en amont, dont on recette les solutions en aval, sont faits de la manière la plus pertinente possible, et qu'à la fin, ce qui est le plus important, on crée de la valeur pour les clients et les collaborateurs. Et c'est vraiment le rôle de Data Translator qui est au cœur de ce dispositif-là. Donc en fait, c'est un peu comme une factory que vous avez au niveau d'analytics. Alors c'est vraiment, c'est pour ça qu'on s'appelle Factory. T'as complètement raison. C'est vous faites des POC, vous avez des projets, après vous déployez. En fait, on vient on s'appelait il y a 2 ans, on s'appelait Lab. On est passé du Lab à la Factory. Lab, Factory, on a voilà. un peu tout. Et justement, enfin le changement sémantique fait du sens, et on l'a fait à dessein. Le Lab, c'était un moment de Carrefour, on avait besoin de prouver la valeur de ces approches d'intelligence artificielle et la manière dont on pouvait servir les business de Carrefour avec ces approches-là. L'enjeu de la Factory, c'est vraiment, d'où le nom Factory, un enjeu d'industrialisation, d'être capable de passer à l'échelle. Ça veut dire qu'on est dans une logique où on se focalise sur les gros enjeux stratégiques de l'entreprise, et sur l'ensemble de ces processus clés, de ces fonctions clés de l'entreprise, on va investir pour amener toutes les briques d'intelligence artificielle qui sont nécessaires pour créer de la valeur, soit parce qu'on va automatiser, soit parce qu'on va améliorer les prises de décision, in fine améliorer la proposition de valeur pour nos clients. C'est vraiment cette logique d'industrialisation qui justifie le terme Analytics Factory. D'accord, on comprend très bien du coup un peu comment vous êtes organisé. Si je reprends un peu le sujet du podcast, c'est l'intelligence artificielle. Il y a une révolution avec l'arrivée de ChatGPT. Est-ce que au niveau de Carrefour, comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez ressenti? Je pense que vous déjà avec l'Analytics Factory, vous étiez déjà sur des sujets d'intelligence artificielle. Vous avez vu ça arriver comment? En fait, effectivement, l'intelligence artificielle, on n'a pas attendu ChatGPT ni même l'intelligence artificielle générative Bien sûr. Pour travailler dessus. Ce qui est nouveau avec la Gen AI, et notamment avec la démocratisation qu'on connaît depuis la mise à disposition du grand public de ChatGPT, et puis des chatbots maintenant qu'on voit fleurir de partout. Je pense qu'il y a 2 choses au final. C'est l'opportunité d'adresser des verticales métiers qu'on n'adressait pas du tout ou très peu avec les approches d'IA classiques, décisionnelles, qu'on utilisait avant. Des fonctions RH, achat, juridiques, avaient assez peu de cas d'application des cas, des modèles d'intelligence artificielle classiques. Et là, pour le coup, avec la Gen AI, on voit s'ouvrir des opportunités de nouveaux use cases. Donc, il y a des nouveaux interlocuteurs avec lesquels, accessoirement, nous, il faut qu'on apprenne à travailler aussi. Et ça ouvre comme ça un nouveau champ d'opportunités, beaucoup sur des use cases qui sont là pour améliorer les prises de décision, pour accélérer la production de contenu, donc pour des gains de productivité. Et puis la deuxième grosse opportunité, c'est des opportunités beaucoup plus pour nos clients finaux, où c'est apporter une intelligence supplémentaire dans les interactions qu'on est capable d'avoir avec nos clients, et ça crée de la valeur. Et c'est notamment ce qu'on a mis en place très vite sur notre site internet pour être capable d'accélérer la constitution de panier pour nos clients, en leur permettant d'avoir des suggestions de recettes sur la base de recettes qui étaient suggérées par le bot, d'aller remplir directement le panier avec des suggestions de produits. Donc bref, c'est très efficace. Donc ça marche plutôt bien et ça remplit le panier automatiquement. Et c'est ce type de use case là qui était beaucoup moins puissant sans avoir de LLM et toutes les capacités qu'on a aujourd'hui. Et après, par contre, je reviens sur ce que je disais, c'est-à-dire que on faisait déjà des use cases d'intelligence artificielle sans IA générative, et ce qui est beaucoup moins visible, mais au final, ce qui est peut-être la première utilisation qu'on fait aujourd'hui de la Gen AI, c'est comment est-ce que les briques techniques, les LLM, peuvent venir s'insérer dans des use cases beaucoup plus classiques pour apporter de la valeur. Et là-dessus, typiquement, on va utiliser des LLM pour améliorer nos algos de recommandation de complémentarité produit, parce que du coup, ça permet d'ouvrir un peu le champ sémantique qui était plutôt fermé quand on fait du NLP classique. Enfin, on utilise beaucoup les LLM comme briques techniques dans des use cases qui sont beaucoup moins visibles du grand public ou beaucoup moins
visible en tant que use case de Generative AI. Donc c'est l'ensemble de ces opportunités-là qui font que on bénéficie beaucoup de ces avancées technologiques et de l'accélération qu'on connaît maintenant depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc vous apportez en fait des briques d'IA générative via les LLM sur des projets que vous étiez déjà, sur des use cases que vous avez déjà développés en IA. Exactement. Et c'est en fait c'est au final les approches classiques d'amélioration continue où on va prendre des use cases et on va réfléchir aux opportunités d'améliorer en apportant des nouveaux modèles ou des améliorations technologiques. Une des nouvelles capacités, des nouveaux assets qu'on est capable de mobiliser, c'est les LLM, que ce soit des LLM commerciaux ou des LLM open source, et on va utiliser ces capacités-là pour améliorer la performance de use cases qui sont des use cases très classiques de recommandation de produits par exemple. J'allais y venir du coup parce que c'est vrai que quand on parle d'LLM, on parle d'open source et on parle de propriétaire. Vous êtes, si je dis pas de bêtises, sous Google Cloud. Alors, on a un partenariat avec Google. On a une stack qui est très construite sur la stack Google. Donc, évidemment, on travaille avec Google et sur les LLM de Google, que ce soit Palm ou maintenant Gemini. Après, on n'est pas fermé et on teste. Je pense que c'est nécessaire vu le niveau d'accélération et les nouveautés qu'on voit sortir tous les jours. On est très ouvert. On va travailler avec les LLM de Google, évidemment, qui sont très performants, et puis aussi avec des LLM commerciaux ou open source. Parce que je pense que c'est sans doute aujourd'hui, vu le niveau d'accélération et de foisonnement qu'on a sur la thématique de l'AI et foncièrement de la GenAI, c'est nécessaire de garder les chakras ouverts. Et donc, on travaille beaucoup, on est très maillé avec les équipes innovation de Carrefour, qui nous aident à identifier un peu toutes ces opportunités. Vous faites du benchmark en interne, justement, sur ces différents LLM ou ces différents modèles? En fait, on travaille avec les LLM comme on travaille avec n'importe quel modèle. C'est-à-dire que quand on a un use case, on va chercher quelle est la meilleure architecture et le meilleur modèle pour le traiter. Et du coup, on va essayer de trouver la meilleure option et le meilleur trade-off entre la performance et le coût, parce que tout ça, malgré tout, a un coût. Et donc, en fonction des use cases, on va utiliser tel ou tel modèle, tel ou tel LLM, parce que on estime que la performance est suffisante et qu'on optimise les coûts notamment. Et si on parle un peu des nouveautés qui sont sorties récemment, est-ce que vous avez testé du Mistral, par exemple, ou du Anthropic, de Claude? Alors, on teste un peu tout ce qui est nécessaire sur nos use cases. On n'est pas dans une course perpétuelle, on fait de la veille. D'accord. Après, on est chez Carrefour, donc on est aussi très pragmatique dans nos approches et on est très drivé par la création de valeur. C'est-à-dire qu'on fait de la veille. Quand un use case marche et qu'on estime qu'il marche suffisamment au niveau des attentes, on va pas faire des efforts particuliers pour l'améliorer si on estime que c'est pas nécessaire. Et puis après, par contre, évidemment, on est à l'écoute et on teste de manière plus ou moins approfondie les modèles qui sortent en fonction de nos besoins. Justement, on parlait tout à l'heure du nombre de collaborateurs. Comment vous faites aujourd'hui pour acculturer vos collaborateurs? Est-ce que vous avez des webinars, des programmes d'acculturation? C'est un énorme enjeu chez Carrefour, au regard de la taille et au regard de l'hétérogénéité des collaborateurs de Carrefour. Comme je disais au début, c'est ça qui est sympa chez Carrefour, c'est que on a des profils qui vont du PhD en data science ou en maths. C'est bon, ils n'ont pas trop besoin d'être formés. Jusqu'à des gens qui viennent du terrain, qui sont des experts métiers, qui connaissent par cœur le magasin. Il faut qu'on arrive à rendre la data et l'analytics utile pour tout le monde. Donc on a beaucoup d'initiatives autour de l'acculturation. Ça a démarré par le top management et c'était un chemin dans le temps pour arriver à acculturer notre top management. On a fait des sessions, on a pris tout le top management de Carrefour, on les a mis pendant 2 jours à HEC pour leur expliquer ce que c'était que l'IA, pourquoi c'était important. Génial. Et comment est-ce qu'ils pouvaient l'utiliser. On a la fonction de data translator que j'évoquais tout à l'heure, qui est vraiment le pivot et qui est un peu le référent au quotidien des équipes métiers pour faire en sorte qu'on tire le meilleur parti de nos data et qu'on fait des analyses qui font du sens. Plus si on s'arrête un peu sur data translator, c'est des anciens data analystes qui sont passés de data translator ou comment ça s'est passé? C'est vraiment c'est des profils qui sont hybrides entre business et analyste. D'accord. Donc c'est le profil type, c'est quelqu'un qui a démarré sa carrière plutôt sur des profils de data analyst, data scientist, qui petit à petit évolue vers un profil plus fonctionnel, qui a une vraie appétence business, une vraie capacité à avoir des échanges vraiment business partner avec des équipes qui vont être très variées chez Carrefour. Ça peut être des équipes supply, des équipes marchandises, donc les centrales d'achat, des équipes marketing, des équipes magasins,
qui est vraiment le pivot, le traducteur en bon français, entre les équipes métiers et les équipes analytics, les data scientists, les data eng, etc. Donc on a créé des programmes de formation, on appelait ça Data Green Belt, donc c'est comme au judo, il y a des ceintures. Et Data Green Belt, c'est un peu le programme d'entrée pour quelqu'un qui veut manipuler la donnée avec un bon niveau d'autonomie. Et là, on va former les collaborateurs sur à la fois les modèles de données Carrefour, à la fois les outils pour les exploiter, donc notamment la data vise. Et aussi un point sur lequel on insiste beaucoup, c'est pas le tout d'être formé sur les modèles de données et les outils. Si j'ai pas les bons réflexes en termes de démarche analytique pour m'assurer que j'arrive aux bonnes conclusions avec les données dont je dispose, je fais pas grand-chose. Et du coup, il y a aussi toute une dimension formation à l'analyse dans ces programmes de formation-là. Et puis, on est en train de décliner ce Data Green Belt en Data Black Belt, donc cette fois avec des choses beaucoup plus avancées pour des personnes qui sont déjà un peu plus expertes. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on essaye de donner de l'autonomie au métier tout en gardant cette Analytics Factory qui est le pôle d'expertise et qui va coordonner un petit peu les initiatives analytiques dans les métiers. On sent qu'il y a un vrai effort de fait sur la culturation, la formation et la montée en compétence des collaborateurs avec ces green belt et ces black belt. C'est indispensable en fait parce que à l'échelle de Carrefour, on peut pas être uniquement une Analytics Factory totalement centralisée qui va être un goulet d'étranglement sur toutes les démarches analytics. Donc on est dans l'obligation de démocratiser et de donner de l'autonomie au métier, tout en étant dans la nécessité aussi de garder de la cohérence et de s'assurer que quand on fait de l'analytique chez Carrefour, on le fait dans un certain nombre de standards pour qu'à la fin ça crée réellement de la valeur. Sinon on se retrouve avec des choses très disparates et qui vont être pas cost-effectives, qui vont pas être efficaces, notamment en termes d'insight. Donc on pilote cette activité-là, cette démocratisation-là au sein d'Analytics Factory. Alors ce que j'entends beaucoup, je reviens un peu sur les modèles et d'IA, ce que j'entends beaucoup c'est que 2023 c'était un peu l'année où tout le monde a testé et 2024 ça va être l'année de la mise en production. Est-ce que chez Carrefour, c'est un peu cette vision-là que vous avez? Est-ce qu'il y a des use cases, par exemple, sur lesquels tu pourrais nous parler, d'IA générative qui vont sortir sur 2024, sur lesquels vous travaillez, par exemple? En fait, les use cases grand public, on a Hopla qui est déjà sorti, dont on a parlé depuis quelques temps. On était plutôt en avance. On était plutôt content de ça et assez fiers pour tout dire. Après, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on travaille qui sont beaucoup moins visibles et qui ne seront pas visibles du grand public. C'est-à-dire que on travaille sur des use cases pour les achats, on travaille sur des use cases pour les RH, on travaille sur les magasins par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas des use cases d'IA? Parce que c'est vrai que on peut plus le ressentir nous en tant qu'utilisateurs. Sur le rangement des produits, par exemple. Je sais j'avais entendu parler des choses comme ça. Alors, sur des use cases qui sont pas du coup de la generative AI, mais vraiment sur des use cases d'intelligence artificielle, là, pour le coup, on a beaucoup de choses qui sont déjà en production et qui sont déployées à l'échelle. On a fait un gros effort depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans sur la construction de nos assortiments, donc les offres qui in fine se retrouvent en magasin, donc ce à quoi tu fais référence. Alors c'est un chemin qui prend du temps parce que le process est compliqué, mais on a commencé par poser des briques analytiques qui permettent de construire les assortiments, les enveloppes d'assortiments, donc les assortiments qu'on va pousser dans les magasins. Là, on est en train de travailler sur la manière dont ces assortiments vont être déclinés magasin par magasin pour s'assurer que quand je suis dans un gros hyper en banlieue parisienne, j'ai un assortiment qui est pertinent par rapport à ma zone de chalandise et qui va être différent d'un assortiment. Tu veux dire les produits que vous allez proposer? Les produits qu'on met dans les magasins, et que mon assortiment donc d'hyper en banlieue parisienne va être pertinent pour la zone de chalandise et du coup va être différent de l'assortiment que je vais proposer dans un hyper même de même taille, mais qui va être province au fond d'Ardèche. Voilà, exactement. Voilà. Okay. Donc on a vraiment cette logique-là. Ça, c'est des solutions qui sont en train là d'être déployées. Ça, c'est de la data science qui est derrière. C'est des modèles de data science qui. C'est complètement des modèles data science. Donc on a c'est du machine learning, ou d'ailleurs, on est très pragmatique. Donc ça peut être du machine learning, ça peut être des stats old school quand ça suffit en fait. L'idée à la fin, c'est de créer la valeur. Encore une fois, moi, avec les équipes, on est très focalisé là-dessus. Comment est-ce qu'on fait pour délivrer de la valeur aux collaborateurs, aux clients? Donc on a un enjeu de mesure beaucoup sur ce qu'on fait, et c'est pas toujours simple parce que quand on travaille dans un monde physique comme les magasins, c'est moins simple de faire des A/B tests que quand on les fait, quand on déploie des initiatives en digital où c'est souvent plus simple d'arriver à construire des protocoles de mesure qui sont robustes. Donc on a des gros sujets de mesure chez Carrefour, mais on est vraiment déjà et maintenant depuis 2 ans dans une logique où on est une factory, on déploie des use cases à l'échelle. Donc on a travaillé sur l'assortiment, on a travaillé sur la promotion, on a travaillé sur le pricing, on a travaillé et on travaille encore sur tous les sujets clés qui sont le core business de Carrefour. Ok, d'accord. Donc plutôt de l'IA, là, dans ce que tu me dis, et sur l'IA générative, plutôt sur d'autres transversales métiers, type... C'est là où l'IA générative, en gros, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a à la fois des use cases spécifiques
qui s'ouvrent avec des nouveaux interlocuteurs, les RH, les achats. Il y a aussi des choses qui sont beaucoup plus dans l'amélioration continue. On va utiliser des LLM pour améliorer des use cases qui sont des use cases qui sont déjà en production pour certains, typiquement la recommandation de produits, la complémentarité. Et puis évidemment, on travaille sur comment est-ce qu'on utilise intelligemment les capacités de l'IA générative pour générer des gains de productivité de manière très très large. Et on va aller tester des solutions beaucoup plus bureautiques ou de productivité, type, alors comme on le disait, on est en partenariat avec Google, donc c'est du AI dans Workspace, ce type de copilot ou ce type de solution-là pour essayer de générer des gains de productivité de manière beaucoup plus large, avec derrière un vrai enjeu de formation aussi des collaborateurs autour de ces outils-là. On voit bien que à la fois c'est très tentant d'utiliser très fortement ces outils, et en même temps ça nécessite une vraie culture de ce que font ces outils et de leurs limites. Et ça, c'est aussi des choses qu'on doit apporter aux collaborateurs de Carrefour. C'est bien, je rebondis sur ce que tu dis. Comment vous avez géré du coup les biais de l'IA générative? Parce que quand vous avez déployé des modèles, par exemple, de chatbot, comment vous avez géré les 2 ou 3% d'hallucination d'un modèle, par exemple? Quand vous déployez quelque chose au niveau du grand public, c'est un peu les craintes que j'entends au niveau des personnes que je reçois ici, c'est qu'ils me disent l'IA générative, c'est bien, mais quand on passe à l'échelle et qu'on propose ces services-là au grand public, c'est facile quand c'est en interne. On devrait gérer une GED et qu'au pire, ça va se tromper. Mais quand on est au niveau des clients, comment vous faites? Comment vous avez géré ça, justement, chez Carrefour? Pour revenir sur Opla, le use case grand public dont tu parlais, en fait, c'est le gros travail de mise en place de ce use case-là. C'est comment est-ce qu'on met en place tous les pré-traitements et post-traitements, et notamment le prompt engineering, pour faire en sorte que on contraint le chatbot vraiment dans le cas d'usage qu'il doit traiter, et pour éliminer toutes les hallucinations possibles. Donc c'est le gros boulot qui a été fait pour mettre en prod ce use case-là, et de s'assurer qu'on avait bien tous les pré-traitements, post-traitements, qui permettent de s'assurer que il y a plus d'hallucinations, parce qu'on contrôle totalement les outputs du bot, et qu'on s'assure qu'il est vraiment dans le couloir qu'on lui a donné, à savoir suggérer des recettes et aider au remplissage du panier. Et il fait pas d'autre chose. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que j'entends aussi, c'est qu'avec la générative, on sort d'époque très rapidement. On a des modèles qui sont très vite actifs, mais tout l'enjeu se fait au niveau du test et des recettes et de la B-test, tu disais tout à l'heure. Exactement. Justement, pour pas avoir des hallucinations ou des réponses qui soient pas bonnes. Exactement. Et c'est le gros boulot, en fait. C'est pas le modèle en tant que tel, c'est vraiment l'architecture qu'on construit autour. Et tout le travail pour contraindre les outputs du modèle, effectivement, ça passe par une phase de test qui est souvent assez dense. Après, je pense que c'est aussi pour ça que les use cases sur lesquels on travaille, c'est souvent des use cases sur lesquels on se donne un périmètre qui est suffisamment restreint pour qu'on puisse contrôler les outputs. Les use cases qui sont les plus compliqués pour lesquels pour l'instant c'est difficile à trouver une réponse adéquate, c'est les use cases où on veut être très généraliste. Donc, typiquement ChatGPT, qui est le plus généraliste des use cases presque. Ouais. Et où là, pour des milliards de paramètres. On s'expose à peu près n'importe quelle hallucination en sortie. Mais c'est un peu vers quoi on se dirige, c'est que j'étais à une conférencière où il disait que justement il y avait des petits LLM pour des use cases très précis. Ça pourrait faire un LLM juridique, un LLM pour le médical. C'est un LLM ou c'est SLM, tu vois. C'est small language, tu vois. C'est ça, ouais. Mais en fait, c'est pas tant petit ou gros modèle, surtout que, et c'est pas tant le modèle, en fait. C'est surtout le cadre qu'on lui donne. Ouais. Et l'entraînement qu'on lui donne. Qu'est-ce qu'on lui donne en entrée? Maintenant, on a des modèles pour le coup qui prennent des contextes de plus en plus gros, donc on peut donner un contexte de plus en plus gros en entrée qui contraint d'autant plus le modèle sur ses sorties. Et puis tous les pré-traitements, post-traitements qu'on va mettre pour contrôler, parce qu'après, ce qui sort on évoquait tout à l'heure Opla, à la fin, quand on demande à Opla de sortir une liste de produits, derrière ça rentre dans le système de Carrefour. Et là, pour le coup, on s'assure que la liste de produits qui est recommandée par Opla, elle est commandable et elle va réellement ça, pouvoir faire du post-traitement du coup. Ça, c'est le post-traitement. Ouais, bien sûr. Oui, que ça soit en stock, qu'il y ait tout ce qu'il faut, quoi. Exactement. Ok, super intéressant. Si je te demande un peu, parce que j'aime bien avoir la vision des décideurs sur l'avenir de l'IA générative, de qu'est-ce qui va se passer dans l'année ou dans les prochaines années, comment tu vois l'évolution de l'IA générative? Alors honnêtement, c'est une grande question. C'est une grande question. J'adorerais avoir la réponse. L'expérience montre que je pense que n'importe qui s'est hasardé à faire des paris sur ce que serait l'IA générative il y a 2 ans et ce qu'elle serait en 2024, ce serait assez largement trompé. Enfin, on a à peu près tout entendu sur le sujet. Donc moi, je suis beaucoup plus dans la conviction que il faut qu'on reste, comme je disais tout à l'heure, les chakras très ouverts, qu'on suive ce qui se passe sur le marché, et sans parce que en tout cas chez Carrefour, on est encore une fois dans des approches qui sont très pragmatiques, sans sauter sur la première nouveauté
qui nous tombent dessus, mais en s'assurant qu'in fine, on arrive à créer de la valeur. Et c'est ce bon équilibre entre à la fois faire de la veille, parce qu'il faut le faire dans un moment qui est aussi foisonnant et avec autant d'innovation, et en même temps s'assurer qu'in fine, quand on décide de mettre des moyens, à la fin, c'est les use cases qui vont créer la valeur. Donc on est vraiment dans cette optique-là. Parce que nous, on voit aujourd'hui, voilà, de ce qu'on a parlé, c'est plutôt des modèles textuels. Est-ce que vous êtes multimodal? Est-ce que vous avez aujourd'hui des use cases sur, par exemple, des images ou même de la vidéo? On a vu avec Sora aujourd'hui. Complètement, on a un use case au service des équipes marketing qu'on a construit avec Google qui s'appelle le Google Marketing Studio. Ok, super. Et qui permet d'accélérer la création de campagnes marketing. Et quelles qu'elles soient, ça peut être des campagnes radio, des campagnes d'affichage, des campagnes digitales, où pour le coup on va pouvoir en gros rentrer un brief, la cible client, la proposition, les produits concernés, etc. Et on va demander à l'outil de générer une campagne. Et donc il va pouvoir générer un script de spot radio, il va pouvoir générer des images pour des campagnes digitales ou des campagnes d'affichage. Donc évidemment, on n'est pas encore au stade où on appuie sur le bouton ça fait tout. et on a les DAT et on peut pousser tout ça en communication. Pourquoi ça Mais aide ça accélère énormément, fortement le processus de création, les échanges avec les agences, etc. Donc on est sur ces use cases là aussi. Maintenant honnêtement, je pense que 90% des use cases qu'on traite, c'est encore beaucoup des use cases qui sont textuels, parce qu'il y a un champ des possibles qui est colossal là-dessus, et je pense que des fiches produits aussi là-dessus, parce que j'ai eu des cas comme ça. On travaille sur l'enrichissement des fiches produits pour arriver à. On a des gros enjeux nous chez Carrefour, y compris derrière sur nos use cases plus classiques, d'avoir une connaissance la plus approfondie possible des produits qui sont proposés sur nos sites, dans nos magasins. Et on utilise les LLM pour venir enrichir nos fiches produits et sortir des attributs produits de tout ce qu'on peut avoir comme données brutes sur les produits, que ce soit les packaging, les fiches de référence qui nous viennent des industriels, etc. Ah, c'est bien intéressant. On pourrait même imaginer les Nutri-Score, par exemple, où on pourrait les mettre dans un LLM et après nous faire une recommandation. Ça fait partie des produits, des données produits qui sont censées être suffisamment normées pour qu'elles nous arrivent bien construites dans les bases, mais on peut tout imaginer en fait. Ouais, c'est intéressant. Ok, donc multimodal sur la partie marketing notamment. L'IA vidéo, l'IA générative vidéo, est-ce que vous avez vu un peu ce qui se fait au niveau de PNI, justement avec Sora, je parlais On a vu Sora, honnêtement, pour l'instant, on n'a pas identifié chez Carrefour de cas d'usage, mais ça va sans doute arriver. Et clairement, ça fait partie du foisonnement qu'on évoquait et de la difficulté à faire des prédictions. C'est que je pense que peu de gens avaient en tête il y a 1 an ou 1 an et demi qu'on serait capable d'avoir des modèles qui font du texte ou vidéo de manière aussi pertinente en fait. Et c'est la même chose sur l'image avec Midjourney. Enfin, puis de regarder ce que faisait Midjourney V4 il y a 1 an et ce que fait la V6, ce même turbo là qui a été annoncé il y a quelques jours. Enfin, on fait des sauts quantiques quasiment tous les trimestres, quoi. Tu sais que je gère le cabinet Unique. On fait pas mal de recrutement sur la partie IA. Si je dois donner aujourd'hui une qualité pour intégrer tes équipes, ça serait quoi? Question. Il n'y en a pas qu'une. Ouais, c'est sûr. Non, alors évidemment, on est une entité où on a besoin d'avoir des gens qui sont compétents techniquement. Mais ça, j'ai envie de dire. On va dire qu'ils sont tous bons. Voilà, ils sont tous bons techniquement. Non, je pense qu'il est spécifique à notre activité et le petit plus qu'on va peut-être demander chez Carrefour, c'est 2 choses. C'est on est, comme je décrivais dans notre organisation, on est vraiment au service des métiers. Et du coup, on a vraiment besoin d'avoir des gens qui sont en capacité de dialoguer et de comprendre des enjeux d'interlocuteurs qui sont très très différents en face. Donc un vrai sens du métier. Et la deuxième chose, c'est plus particulièrement dans ce secteur de retail. On fait pas de la finance, on fait pas des telcos, on fait pas des médias. Le retail, c'est un secteur où en face de nous, on a des commerçants. Et il y a un peu ce bon sens commerçant, il y a un peu cette appétence pour ces use cases très concrets. Et l'exemple que je prends souvent, c'est au final, les algos qu'on va construire, c'est des algos où, in fine, on va recommander de mettre une référence de boîte de petits pois dans un magasin ou pas. C'est ça qu'on traite en fait. Et il faut avoir ce sens du commerce là en fait, ce côté épicier. Parce que à la fin, c'est ça qui est aussi, je trouve, assez dingue quand on bosse chez Carrefour, c'est que
on n'est pas en train de construire des algos qui ont des impacts très très virtuels, c'est-à-dire que on fait des algos qui, quand on se balade en magasin, quand nos familles se baladent en magasin, ont des impacts qui sont visibles. Et c'est ça qui fait que à un moment c'est un contexte qui est épanouissant. Mais je prends souvent l'exemple du data scientist d'il y a 10 ans et le data scientist d'aujourd'hui, c'est plus le même. Parce qu'aujourd'hui, le data scientist, il doit comprendre le métier du client. Alors qu'avant, il faisait ses algos, il était dans son coin. Et, ce qui ressort, c'est énormément ça. C'est qu'on me demande en fait des profils de data scientist, mais qui comprennent le métier. Exactement. Que ce soit le tien ou que ce soit d'autres métiers, par exemple. Et nous, c'est vraiment totalement fondamental, avec encore une fois ce goût du terrain et du concret, parce que c'est le métier de Carrefour, et c'est comme ça qu'on sert le mieux nos clients. Petit mot de la fin, on arrive à la fin du podcast. Si je te demande le dernier livre de chevet que tu as lu. Le dernier livre de chevet que j'ai lu, c'est une bonne question. C'est pas un livre, mais un podcast que tu as écouté. Voilà, c'est toutes les annonces récentes. Moi, je suis beaucoup tous les jours, parce que ça tombe tous les jours, les annonces. Et là, ce qu'on a eu dans les derniers jours et les annonces de la nouvelle version de Gemini, le 1.5 Pro, Sora, la nouvelle version du modèle d'Anthropic, Claude, et les premiers tests. Ils annoncent pratiquement aussi fort que l'humain. Voilà, alors je pense que je me méfie beaucoup des effets d'annonce là-dessus, et notamment de la difficulté d'avoir des vrais benchmarks sur les capacités de ces modèles-là, et notamment en termes de raisonnement. On sait que il y a souvent un gros écart entre les annonces qu'on a dans les papiers et ce qu'on constate quand on teste les modèles. Donc je suis toujours très prudent là-dessus, mais pour autant, c'est passionnant d'être là sur ces sujets-là en ce moment, parce qu'on voit tous les jours des avancées colossales, et on fait un x10 tous les jours ou tous les mois sur la manière dont les modèles sont capables de nous aider. Donc, et ça, c'est assez différent de ce que tu as connu avant la GenAI. Je pense que le contexte est quand même l'accélération qu'on connaît en ce moment est quand même assez inédite à mon sens. Et un petit mot pour la France aussi, parce qu'on est quand même pas mal sur ces sujets-là. Je me rends compte qu'au final, en Europe même. En Europe, je pense que oui. Enfin, on a Mistral notamment. On a Mistral, on a aussi qui avance très fort. Donc, on est dans un contexte, on va dire, qui est foisonnant, et c'est particulièrement plaisant d'être là-dessus. Parfait. Écoute, merci beaucoup Arnaud de ton intervention. Merci à toi. D'avoir accepté l'invitation. Tu es bienvenu au Deep Talk quand tu veux pour nous parler des prochains sujets. Voilà, je reviendrai pour vous raconter tout ce qu'on a fait l'année prochaine. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner en bas sur la chaîne YouTube, et à très bientôt dans un prochain épisode du Deep Talk.